Bonjour. Salam alaikum, marhaba bikoum. Donc, l'atelier de ce matin, c'est l'hypnose en médecine générale. Comme vous le savez maintenant, l'hypnose, c'est une psychothérapie qui est reconnue par l'OMS, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce n'est pas une discipline en soi, mais c'est une méthode, c'est un outil qui est complémentaire de la profession médicale. Aussi bien pour le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Sur la douleur, maintenant, elle est introduite aussi dans les opérations chirurgicales sans faire appel à l'anesthésie. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur l'hypnose. C'est ce qu'on va découvrir avec Dr Ammar Bouchra, docteur en médecine, hypnothérapeute, acupuncturiste et membre fondateur de l'association médicale de l'hypnose clinique, qui va nous éclaircir c'est quoi l'hypnose. Donc, je lui cède la parole sans trop tarder et merci. Merci, Dr Kebej. Merci à l'association MG Maroc de m'avoir invité à participer à votre congrès. C'est un honneur et un plaisir pour moi de pouvoir transmettre humblement quelques éléments concernant l'hypnose que tout médecin généraliste pratique déjà sans le savoir, mais que tout médecin généraliste aussi peut, s'il le souhaite, perfectionner et apprendre des techniques de transe clinique à proprement parler, comme on va le voir. Merci, je suis ravie d'être là parmi vous. Alors, simplement, pour vous dire un peu comment ça va se passer, la première étape, on va parler de une certaine vision de la santé, certainement que vous connaissez, mais qu'il est important de mettre en lumière par rapport à l'hypnose. D'accord? C'est ce que j'appelle la vision holistique de la santé. Ce qui va nous introduire l'hypnose. Ensuite, on va voir qu'est-ce que c'est que l'hypnose. Et ensuite, qu'est-ce que ça produit au niveau du cerveau et les actions concrètes, parce que ce n'est pas que de l'observation sur ce qui se passe chez le patient, mais aussi scientifiquement parlant, il y a des éléments qui montrent l'efficacité prouvée de cette approche thérapeutique. Ensuite, pour les 10 dernières minutes, eh bien, d'expérimenter une séance d'hypnose sur vous-même et comme ça, vous sortirez relaxé, détendu et ben vous verrez. Voilà. Très bien. Alors, j'ai dit une vision holistique de la santé, c'est un petit rappel. Un petit rappel que si on est en état de santé, c'est qu'il y a un état d'équilibre. On appelle ça aussi l'homéostasie. Et en fait, c'est le fruit des changements et des réadaptations permanents à l'environnement, à ce qui se passe au niveau de l'organisme, à ses besoins. La maladie survient lorsqu'il y a rupture de cet équilibre. D'accord? À ce moment-là, cette rupture de l'équilibre va faire perdre l'harmonie essentielle qui existe entre le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. La maladie, il faut la voir aussi comme un état de chaos. Cet état de chaos montre que les choses ne peuvent plus être comme avant. Mais en même temps, souvenez-vous, lorsque vous êtes tombé malade à plusieurs reprises, combien de fois cet état de maladie vous a fait réfléchir sur vous-même? Et effectivement, beaucoup de médecins qui ont travaillé, enfin des psychiatres ou des neurophysiologistes ou des psychanalystes, sont arrivés même à dire que c'est un état qui permet vraiment le retour à soi et que la maladie est l'effort que fait la nature pour guérir l'homme. Elle renferme l'or véritable qu'il n'a trouvé nulle part ailleurs. Citation du docteur Carl Gustav Jung, qui est un psychiatre psychanalyste suisse du siècle dernier.
Voilà. L'autre notion qui rejoint tout à fait, c'est l'unité corps-esprit. On n'est plus dans une différence entre le corps et l'esprit. On sait aujourd'hui que il y a un impact des émotions et des pensées sur notre système immunitaire, notamment, sur notre psychologie, et qu'il y a une connexion cerveau-système immunitaire, système endocrinien, système nerveux autonome. En effet, on le sait très très bien que les pensées positives activent le cortex préfrontal gauche et qui stimulent le système parasympathique. De la même façon, les pensées positives vont aller stimuler le système immunitaire pour produire des cellules natural killers et qui sont chargées de tuer les cellules infectées ou les cellules cancéreuses, par exemple. À l'inverse, eh bien, les émotions négatives, les pensées négatives vont activer le cortex préfrontal droit, et à ce moment-là, c'est le sympathique aussi qui va se mettre en branle avec tous les effets délétères sur le système cardiovasculaire, sur le système neuro-endocrinien avec l'augmentation du cortisol et sur le système immunitaire. Donc, tout ceci, ce n'est pas nouveau, mais c'est important de se le remémorer là maintenant avant de parler de l'hypnose. Alors, je parle aussi de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est un effet. C'est un effet. D'ailleurs, toutes les études cliniques se comparent pour un nouveau médicament, se comparent d'abord par rapport au placebo, lequel placebo donne une certaine efficacité. Parfois, ça peut aller même jusqu'à 40%. D'amélioration ou de guérison, en fait, des effets thérapeutiques. Et donc, tout ceci, c'est dû à quoi? C'est dû à l'acte médical lui-même, à tout ce que le patient peut intégrer comme information concernant le fait qu'on est là en train de le soigner, même s'il ne reçoit pas de véritable médicament. Voilà. L'autre notion, c'est les différences de nature. Alors, on a trop l'habitude de dire bon, ok, il y a une infection à tel germe, ok, ou probabiliste, en probabiliste, je suspecte tel germe et je donne tel médicament, par exemple, ou dans d'autres situations de maladies systémiques et tout ça. Et on a trop tendance peut-être à soigner un peu les cas de cette maladie à peu près de la même façon. Eh bien, c'est très important de tenir compte de la nature profonde de chacun et de pouvoir tenir compte des fragilités, non seulement des fragilités que l'on recherche. Par exemple, quand on dit le terrain fragile, on recherche est-ce qu'il y a un diabète, est-ce qu'il y a une maladie de l'hypertension, est-ce qu'il y a une maladie d'un système vital, voilà. Mais en fait, il faut regarder aussi sur un plan psychologique, il faut regarder la personne dans sa globalité. Parce que c'est vrai que parfois, face à une même agression, l'organisme va agir différemment. Des personnes qui ont eu une fracture, ça c'est un exemple que j'avais en tête, une fracture au niveau d'un membre, soit, disons, une fracture au niveau du tibia, et ils sont hospitalisés, la fracture à peu près similaire, hein, mais l'un va consolider plus rapidement que l'autre. Pourquoi? Parce que son état émotionnel, ses pensées sont orientées vers j'ai envie de guérir, je me projette dans l'avenir, je suis bien, et l'autre va peut-être au fond de lui-même se lamenter sur son sort et il va retarder son processus de guérison. Donc, en fait, le traitement doit prendre en compte les fragilités de chacun, mais ça veut dire que, en fait, c'est une approche qui est adaptée à l'être que nous sommes. On ne soigne pas un malade parce qu'il est hyper tendu, mais on soigne l'être qui se présente devant nous. Voilà. Et le processus de guérison va survenir. Nous, on soigne, Dieu les guérit. Même les médecins qui ont pratiqué l'hypnose ont dit ça. Et effectivement, c'est ça. Nous, on a l'obligation des moyens
Et le résultat, eh bien, on espère que le résultat soit bon par rapport à ce qu'on a mis en œuvre. Mais la guérison vient de Dieu, d'accord. Mais c'est important de se dire que nous avons des éléments d'auto-guérison. Dieu nous a créés avec tout ce qu'il faut pour nous auto-guérir. Nous avons les endorphines, les encéphalines, nous avons le système immunitaire, nous avons tout pour nous auto-guérir. On a une blessure, hop, 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 l'hémostase, on a vraiment tout. Seulement, lorsqu'il y a cette perte de l'équilibre, eh bien, la réparation peut mettre du temps et parfois la guérison ne vient pas. Donc, je mets ici une petite citation d'Ibn Sina qui disait que les remèdes psychiques, bon là il s'intéressait aux remèdes psychiques, doivent toujours aider la thérapeutique médicamenteuse et la compléter en accroissant la capacité de résistance du malade. En effet, tout à l'heure, il y avait dans la slide et je l'ai pas dit, c'est les seuils de sensibilité et les points de fragilité. Ça, c'est très intéressant à découvrir. C'est vrai que j'ai plus été portée vers ce genre de choses une fois que j'ai appris l'hypnose, que j'ai appris la médecine chinoise, qui est très intéressante dans le sens où on va aller chercher les fragilités de chaque personne avant de les soigner. Einstein avait dit que la plus grande force du corps humain est sa capacité d'auto-guérison. Et cette force n'est pas indépendante de notre système de croyance. Si je crois que je ne vais pas guérir, eh bien je ne vais pas guérir. Mais si je crois au plus profond de moi-même que je vais m'en sortir, eh bien je vais m'en sortir. Voilà. Et tout commence par une croyance. Un autre médecin qui était chirurgien urologue et qui a totalement laissé la chirurgie et qui a fait de la psychothérapie, c'est le docteur Thierry Janssen. Il a dit « La guérison se manifeste lorsque nous sommes capables de réconcilier toutes les dimensions de notre être ». Alors, après avoir fait ce préambule, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous en faites tous, nous en faisons tous, que ce soit dans notre acte médical, mais aussi dans la vie de chaque jour. On en parlera tout à l'heure. L'hypnose, c'est d'abord l'hypnose conversationnelle. Et hier, il y a eu par webinaire une communication du docteur Thiel où il a parlé de la parole, soigner par la parole la dépression. C'était un peu dans le même sens. En fait, nous faisons tous de la communication thérapeutique. La première des choses, le patient vient, il recherche de l'aide, il s'en remet totalement au médecin. Et la meilleure des façons, c'est de lui accorder le temps, avec une écoute active, en l'écoutant, mais aussi en l'observant. C'est ce que nous faisons. Mais des fois, on peut être pressé et voilà, et ne pas accorder le temps suffisant ni l'écoute nécessaire. La congruence dans les paroles, dans ce qu'on va lui dire, notre attitude corporelle et surtout les mots que l'on va sortir de notre bouche pour ne pas lui faire mal. Primum non nocere, hein, pour un médecin. Les mots peuvent faire du mal, mais les mots peuvent faire énormément de bien. Donc, il y a la communication thérapeutique, celle que l'on connaît, celle qu'on vient de dire, mais plus que cela, je voudrais introduire la notion de présence. La présence, et ici, la présence thérapeutique. C'est l'intensité et la qualité d'une interaction. Être là pour le patient, bien sûr, ça demande plus de concentration, plus de temps, plus d'attention. Être là, c'est ressentir ce que l'autre ressent. C'est comme s'il y avait une communication d'être à être pour pouvoir ressentir ce qu'il ressent, ce qu'il essaye de traduire et que des fois il n'arrive pas à traduire. Donc, on est là, on est presque en osmose avec lui pour observer ce qui se passe dans l'instant et à ce moment-là où il est en train de parler de sa souffrance. Et donc, la présence, c'est la présence thérapeutique, donc pour le médecin, c'est un état de réceptivité qui implique une ouverture totale au monde intérieur multidimensionnel du patient. D'accord? La présence du médecin va alors donner au patient ce sentiment, cette perception que quelque chose est possible
pour sortir de la souffrance. C'est absolument capital, ça. Alors, l'hypnose en tant que telle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la transe clinique, c'est quoi? Eh bien, la transe clinique peut être définie comme une période de liberté durant laquelle l'individualité de chacun peut s'épanouir. On va le comprendre un peu après. Et ça, c'est le docteur Milton Erickson, on va parler de lui après, qui a bien développé l'hypnose moderne. L'hypnose, c'est une approche donc active, psychodynamique. On est là pour faire bouger le patient, pour qu'il puisse dépasser ses limitations apprises et permettre aux potentialités intérieures de se réaliser. On fait appel à l'espace de l'inconscient. L'inconscient il est non seulement le dépositaire de notre passé, mais l'inconscient, eh bien, il est rempli de germes, vraiment des germes, le voir comme ça. D'ailleurs, dans les séances d'hypnose à la fin, on dit, on va laisser germer ces graines qui ont été semées par les suggestions durant l'hypnose. On va les laisser. C'est comme le laboureur, il sème les graines, après il va pas continuer à retourner la terre, il a semé les graines comme il faut et il attend de venir. Parfois, des fois, laisser attendre une fois qu'on a fait la bonne action, c'est excellent. Donc, l'inconscient est rempli de germes de situations psychiques et d'idées à venir, jamais explorées auparavant, que peut-être le patient ne s'imaginait même pas qu'il pouvait faire ça. Mais grâce à l'hypnose, il va pouvoir se connecter à cette part de lui-même. Des choses vont pouvoir émerger chez lui, on verra où est-ce que ça émerge dans la structure du cerveau. Et toutes les ressources qu'il possède depuis qu'il est né. D'ailleurs, on fait des exercices où on le ramène lorsqu'il était enfant, lorsqu'il a appris à marcher, à dire son premier mot et ainsi de suite. Donc tous les apprentissages de toute la vie sont là à l'intérieur. Toutes les expériences sont là à l'intérieur, notamment les expériences réussies. Et avec la séance d'hypnose, il va pouvoir se connecter à ses ressources sans qu'il le sache, sans qu'on sache exactement le mécanisme intime. Et ceci va lui permettre de sortir de sa situation difficile de souffrance. Donc le fait d'activer ces ressources va aider le patient à se tourner vers l'espace des solutions qu'il ne connaissait pas, qu'il n'imaginait pas et que le thérapeute, le médecin ne connaît pas non plus. Les ressources sont en lui et les solutions sont en lui. Voilà. Donc la transe clinique, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Cet état modifié de conscience s'obtient par la focalisation de l'attention vers le monde de l'imagination et de la sensorialité. Ce n'est pas que à l'intérieur de la tête, c'est l'essence. Et d'ailleurs, vous l'expérimenterez tout à l'heure, lorsque les suggestions vous les recevez et que vous êtes en état de réceptivité, vous allez pouvoir ressentir dans votre corps des sensations, voire même des émotions. Dans le déroulé d'une séance d'hypnose, il y a 3 phases. La phase d'induction, bien sûr, il va falloir qu'on induise, qu'on aide la personne à entrer dans cet état. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de transe hypnotique à proprement parler, où le médecin fait des suggestions et le patient ressent et imagine, et peut avoir même des émotions, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des rires, il peut aussi y avoir des réactions très particulières chez les personnes qui ont des traumatismes et tout ça. J'ai déjà vécu ça, des cris à ce moment-là et tout. Ça dépend du contexte de chaque patient. D'accord ? Et puis, la phase de terminaison où on amène le patient à ce que son attention revienne à l'ici et maintenant et qu'il ouvre les yeux pour reprendre sa vie normalement dans le cours de sa vie, dans sa journée. Voilà. Oui ? Ah oui, c'est une bonne question. Tout le monde est hypnotisable, mais si le patient se dit
Là encore, ce que le patient se dit. S'il se dit, non, 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 moi je vais pas me faire hypnotiser. S'il n'est pas dans un état de lâcher prise, de dire, OK, je vais expérimenter ça, je fais confiance à mon médecin, et qui se laisse faire, eh ben, il va vivre un moment extraordinaire. Non seulement il va vivre ce moment extraordinaire, mais tout ce qui va continuer à se passer dans son inconscient, toutes les petites lumières qui vont s'allumer vont se faire. Mais s'il n'accepte pas, il n'y a rien qui va se passer. D'accord? C'est qu'il a besoin d'être là et d'être OK pour accueillir ce qui va venir. Ben, il doit être, alors, l'hypnothérapeute, il doit être dans la présence thérapeutique, il doit utiliser les mots mobilisateurs et apprendre les techniques de suggestion indirecte, les métaphores, on va voir, raconter les histoires. Voilà. Voilà, donc la terminaison, il revient, non? Et ce qu'on utilise, c'est les suggestions indirectes et les métaphores adaptées. Un petit mot sur l'historique de l'hypnose. L'hypnose existe depuis la période préhistorique jusqu'à nos jours. Il y a des traces de pratiques de l'hypnose sur les peintures rupestres retrouvées dans des grottes. Chez les Sumériens, c'est-à-dire 4000 ans avant Jésus-Christ, on retrouve aussi des témoignages de pratiques de l'hypnose. Donc ça existe depuis très longtemps. Et le chamanisme, il se poursuit encore. Hein. Le chamanisme, il y a en Amérique latine et même en Europe des centres d'apprentissage du chamanisme. Ensuite, il y a eu la période médicale avec Mesmer au 18e, 19e siècle, c'était la période du magnétisme animal. Ensuite, là, c'est l'école de la salpêtrière avec Charcot. Charcot, bon, il a utilisé ça pour les personnes hystériques, comme on le voit sur cette image très célèbre. Voilà, donc il utilisait des suggestions directes et c'est ce qu'on appelle l'hypnotisme, c'est-à-dire dormez, je le veux, et c'est pas du tout comme ça qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, eh bien, l'hypnose moderne, c'est l'hypnose de Milton Erickson, ce sont ce qu'on appelle les suggestions indirectes et les métaphores. Milton Erickson, en fait, était un jeune aux États-Unis, il avait 17 ans, et il avait la poliomyélite, et il a été très malade, et le médecin est venu le voir. Quand il est sorti, il a parlé à sa mère, mais malheureusement ou heureusement, il a entendu ce que le médecin a dit à sa mère, il ne passera pas la nuit. Alors, dans son lit, malade, fébrile, il avait une fenêtre devant lui, et à travers cette fenêtre, j'ai la chair de poule quand je parle de ça. Je suis dans l'émotion de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer chez lui, et c'est vraiment beaucoup d'émotions. Alors il regarde et tout ça, et il s'est imaginé courir lorsqu'il n'était pas malade, courir et jouer dans ce jardin avec ses arbres. Et le lendemain matin, il était toujours vivant, et il a décidé de s'en sortir, et il est devenu médecin. Et il a développé l'hypnose durant toute sa vie. C'est grand hommage à ce monsieur qui vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment la référence en matière d'hypnose. C'est la force de l'intention. Oui, oui, vraiment. Et la croyance. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pendant l'hypnose? Est-ce que vous avez des questions à poser jusque-là? C'est bon? Alors, ce qui se passe dans notre cerveau, je le lis aussi à des applications cliniques. Donc, ce qu'une pratique comme l'hypnose va apporter, parce que, bon, voilà, pour ne pas faire long, j'ai couplé les deux. Alors, déjà, au niveau du PET scan et des IRM fonctionnels, on a pu démontrer que l'état hypnotique est différent du sommeil et de l'état de veille. C'est un entre-deux. Voilà. C'est un état de conscience particulier où certaines zones du cerveau travaillent de manière synchrone, c'est-à-dire on voit par IRM fonctionnel qu'elles sont très actives. Et troisièmement, le sujet hypnotique devient réceptif à la suggestion, qui peut entraîner des modifications du comportement, du métabolisme ou de la circulation dans le système nerveux.
Et ces modifications entraînent des restructurations à action thérapeutique. Effectivement, on observe une plus grande activité du cerveau et la remémoration d'un souvenir sous hypnose est différente du fait de se remémorer un souvenir comme ça. Ah oui, je me souviens quand j'étais là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre cerveau, de notre corps, mais ça n'a rien à voir avec le fait de se remémorer le souvenir en état d'hypnose. La différence d'activation va expliquer l'impression du sujet de vivre la situation plutôt que de se la remémorer. Effectivement, plusieurs zones cérébrales qui sont impliquées dans le processus d'hypnose. Bon, j'ai pas trouvé une autre, mais il y a d'autres zones qui sont. Donc, on voit bien qu'il y a le cortex préfrontal, le cortex temporal, visuel, occipital, le précuneus. Et en fait, quand on parle de l'augmentation de l'activité, on a pu démontrer que en transe hypnotique, il y a 10 à 60 fois plus de neurones activés. Et un neurone a en moyenne 10 000 connexions. Sous hypnose, il peut passer à 100 000 connexions. D'où le fait de dire qu'avec l'hypnose, surtout lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, on augmente la neuroplasticité cérébrale. D'accord? C'est un élément extrêmement important. Application clinique chez les sujets âgés, les sujets qui ont Alzheimer, si on peut faire la réhabilitation neurofonctionnelle aussi. Alors, la notion de neurones miroirs et de neurones canoniques, et on va voir leur implication dans le traitement du stress et des dépressions. En 98, un chercheur italien, Risolati, découvre les neurones miroirs. Ce sont les neurones de la zone frontale qui s'activent quand on réalise une action ou quand on observe quelqu'un la réaliser. En situation de stress prolongé, ces neurones sont inhibés, voire même détruits. C'est-à-dire qu'il y a comme du mimétisme. On voit quelqu'un faire quelque chose, certains neurones de la zone frontale, eh bien, vont intégrer cette action. Et quand il y a un stress prolongé, ben, ça fonctionne plus. Un peu plus tard, Risolati découvre les neurones canoniques. Ces neurones canoniques sont responsables ou gardent en mémoire le mode d'emploi, les apprentissages des outils familiers. Et lorsque le cerveau des sujets déprimés est étudié en IRM fonctionnel, les neurones miroirs et les neurones canoniques ne travaillent plus et leur nombre diminue. Ainsi, la pratique régulière de l'hypnose stimule les neurones miroirs et leur permet de se développer. Donc, application clinique directe dans le traitement des troubles anxio-dépressifs. Ça va? Oui, dans l'insomnie aussi, oui. Je vous ai pas mis des slides dans l'insomnie, mais moi, par exemple, j'ai animé une conférence dans un congrès international essentiellement sur les troubles du sommeil. Effectivement, on a beaucoup aussi bien chez le sujet âgé que chez les enfants, dans les insomnies, l'énurésie, le somnambulisme, et on voit exactement où est-ce que ça agit. C'est très bien. Alors, j'introduis ici la notion de connectome. Alors là, c'est des images du cerveau, je sais pas comment on appelle ça. Bon, c'est très joli, c'est très beau. En fait, les connexions, elles vont partout. Et contrairement à ce qu'on a appris à la fac de médecine, oui, il y a des connexions, elles sont nombreuses et tout, mais là, ça va du cerveau droit au cerveau gauche, ça va partout, partout, partout. Ce qui explique aussi qu'en utilisant différentes zones du cerveau en hypnose, on obtient des effets thérapeutiques extraordinaires dans pas mal de situations. Il y a aussi les cellules gliales. Avant, on pensait que les astrocytes étaient simplement là en soutien, étaient simplement en soutien aux neurones, mais en fait, c'est peut-être le contraire. Les racines de la pensée seraient au niveau des cellules gliales.
Et il a pu être démontré, je vous ai pas ramené des références bibliographiques, mais elles sont là, le rôle dans les fibromyalgies, parce que les cellules gliales, en fait, c'est l'inflammation centrale, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Et ça, c'est ce qu'on a pu observer dans les fibromyalgies, les colites fonctionnelles, les migraines et les dépressions. Elles ont ce rôle-là. Et lorsqu'on fait du travail avec l'hypnose, eh ben, on aide les cellules gliales à être mieux, et puis à être orientées vers des pensées positives. Et là, je vous parle de fonctions particulières du cerveau. La première, c'est la fonction de synesthésie. Ce sont les correspondances sensorielles et les liens cognitifs et émotionnels. Par exemple, en écoutant la musique, on peut voir des couleurs. En observant la lumière, on peut écouter de la musique. Voilà. En fait, la synesthésie, c'est quelque chose qui a été développé qu'on a observé chez les patients autistes, mais en fait, c'est une très belle fonction que nous avons, que l'on peut entretenir avec l'hypnose. C'est-à-dire, je sais pas si vous connaissez, il y a un poème de correspondance, c'est Baudelaire. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Tout ce mélange d'essence, d'ailleurs on le recherche eh bien, ça fait bouger plusieurs zones du cerveau et ça peut faire émerger d'autres idées, d'autres possibilités pour le patient. Le deuxième élément, c'est l'idée du cerveau prédictif. En fait, il existe une activité cérébrale intrinsèque, indépendante des stimuli. Et le cerveau ne se repose jamais. Et cette prédiction, on appelle ça la prédiction, unirait les pensées, les sentiments, les perceptions, les souvenirs, la prise de décision, la catégorisation, l'imagination, et c'est tout ça. C'est pour ça que certains génies, on va dire, ils cherchaient dans un domaine, en dormant et tout ça, ils se réveillent avec une lumière, c'est-à-dire une idée de solution. C'est grâce à ce cerveau prédictif. Voilà. Alors, je vais vous parler de cet élément très intéressant. Docteur Barada, quand il m'avait sollicité, il m'a dit hypnose et douleur. Je dis moi je veux pas faire que hypnose et douleur parce que chez le médecin généraliste il y a d'autres implications. On a vu le stress, l'anxiété, les dépressions, fibromyalgie, les colopathies fonctionnelles, les migraines. Et quand même j'ai mis quelques slides sur la douleur parce que quand même c'est un élément important chez nous médecins généralistes. Alors, en 1997, le professeur Rainville publie dans la revue Science le premier article de neurosciences qui démontre que l'hypnose agit de façon spécifique au niveau du cerveau pour moduler les mécanismes de la douleur. C'est très, très précis. En fait, les zones particulièrement actives dans la douleur, c'est le cortex cingulaire antérieur et l'insula. Et sous hypnose, le cortex cingulaire antérieur, son activité est fortement diminuée. D'accord? Donc, on module la douleur. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, il y a une augmentation du flux sanguin dans ce cingulaire antérieur, mais aussi non seulement ici, dans l'insula et même dans des zones sous-corticales, dans des régions corticales et sous-corticales liées à cette région, qui régulent donc les interactions entre la cognition, la perception et les émotions. Il me reste un quart d'heure. J'ai bientôt fini, comme ça on aura le petit quart d'heure pour... voilà, d'accord? Alors, le processus hypnotique va alors entraîner un traitement de l'information douloureuse par ce réseau qui aide le patient à mieux gérer sa douleur. Je fais rapidement un rappel de ce que c'est que la douleur. La douleur, c'est une expérience subjective sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion d'un tissu potentiel ou réel, c'est-à-dire et douloureux ce que le patient ressent comme tel. On est bien d'accord.
Les composantes de la douleur, il y a la composante sensorielle, la composante émotionnelle et la composante cognitivo-comportementale. D'accord? Avec l'hypnose, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on modifie la perception de la douleur. En fait, c'est ça. Alors, je vous donne un petit exemple. Par exemple, moi, je suis très sensible à la douleur. Mon seuil de sensibilité est assez bas. Mais j'ai appris à vivre avec certaines douleurs, hein, d'accord? Mais quand je vais chez le dentiste, eh ben, j'ai quand même un peu peur. Alors, je lui dis, laisse-moi faire l'auto-hypnose et quand je te ferai un signal de la main, tu peux commencer. Alors, je me fais de l'auto-hypnose et je souris, je suis dans mon monde, dans un endroit agréable. Parfois, c'est souvent un beau voyage que j'ai fait, je me retrouve dans cet endroit et je suis dans des sensations très agréables. Je suis dans mon imagination de ce moment-là. Et là, le dentiste peut commencer. Je sens ce qu'il fait, mais je ne le sens pas de la même manière. Vous voyez, c'est ça la différence. Et c'est pourquoi l'hypnose aujourd'hui est quand même reconnue comme technique anesthésique. Vous le savez, vous avez certainement vu des reportages et tout ça. Et là, je veux rendre hommage à une médecin marocaine, le docteur Asma Khaled, issue de la faculté de médecine de Casablanca, une jeune femme de 45 ans à peu près, qui vraiment, elle est experte dans le domaine. Elle a fait une première intervention qui l'a rendue célèbre en France. Elle est passée dans plein de télés françaises, même à la télé marocaine aussi, elle est passée. Et elle a fait une intervention chez une chanteuse. Elle a accompagné en tant qu'anesthésiste réanimateur par l'hypnose et pas par l'anesthésie générale. Pourquoi? Parce que c'était une intervention sur la thyroïde. Et le chirurgien, du fait qu'elle est chanteuse, il devait absolument s'assurer qu'il n'a pas touché les cordes vocales, parce que c'est toute sa vie, cette femme. Donc, à un moment donné, elle l'a fait chanter pour que on puisse bien se rendre compte qu'il n'y avait aucune lésion collatérale pouvant toucher les cordes vocales. Et ensuite, après, quelques années plus tard, bon, elle fait plusieurs interventions, une intervention de chirurgie cardiaque où elle n'a absolument pas, où il n'y a pas eu d'anesthésie générale. Mais elle accompagne le patient tout au long de l'intervention. Elle intègre les outils que va utiliser le chirurgien. C'est-à-dire, s'il va utiliser quelque chose qui va faire un certain bruit, elle trouve une métaphore pour intégrer ce bruit, dans l'histoire qu'elle raconte et que le patient est en train probablement de vivre, parce qu'il y a aussi l'observation. Le médecin qui fait de l'hypnose, il observe. Il y a des signes cliniques de transe et on les observe pour se dire oui, le patient est en transe ou il ne l'est pas. D'accord? Voilà. Donc c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle a pu faire ou ce qu'elle fait. Oui. Oui, tout le monde peut vivre l'auto-hypnose. D'ailleurs, les patients qui viennent chez moi, à un moment donné, je leur apprends à faire de l'auto-hypnose parce qu'ils vont pas continuer à venir chez moi. Et comme on a dit que ça a augmenté, l'hypnose a augmenté la neuroplasticité, et c'est un entraînement pour le cerveau pour qu'il continue, et puis ça fait énormément de bien. D'accord? Donc on leur apprend à faire de l'auto-hypnose. À partir du moment où le patient est d'accord, parce qu'il vient, il recherche cette solution-là et que il y a une évolution de séance en séance. Il n'y a pas beaucoup de séances. Hein. C'est pas une approche qui va prendre beaucoup de temps. En moyenne, c'est 3 à 5 séances. Ça dépend des personnes et de la situation dans laquelle ils sont. Je dis pas la maladie, mais c'est aussi la situation psychologique, la maladie. Alors, bien sûr, dans tout ce qui est psychosomatique, c'est extraordinaire. Hein. Récemment, moi, j'ai eu une dame qui avait été hospitalisée pour Covid, elle et son mari, dans la région de Ouarzazate. Donc, elle était en réanimation.
Quand elle est sortie de la réanimation, elle a demandé des nouvelles de son mari. On lui a dit, ton mari est mort il y a 15 jours. Mais ils n'ont pas voulu lui dire, le médecin a dit non. Si on lui dit alors qu'elle est en réanimation, elle risque d'y passer. Quand ils lui ont dit, elle n'avait plus de jambes. Et on fait tous les examens possibles et imaginables, voilà, les IRM, les machins, rien. Ils ont commencé à faire un peu de rééducation, mais ça n'allait pas. Alors le médecin de Ouarzazate, qui avait fait la formation en hypnose dans l'association où j'étais, il leur a dit, allez voir docteur Ammar. Et ils sont venus, alors que ses enfants sont des médecins, donc ils l'ont amené et tout. En fait, la présence thérapeutique, c'était d'écouter vraiment. Qu'est-ce qui se passe chez cette dame? Tout simplement, au bout de quelques minutes, j'ai dit, la dame, elle n'a pas fait le deuil de son mari. Elle n'a pas accepté que son mari soit mort et qu'elle n'ait pas été là, présente et qu'on ne lui a pas dit. Donc, au bout de 2 séances, elle est venue pour la 3e séance, mais c'était plutôt une séance de fin, de terre. Au bout de 2 séances, elle marchait presque, elle est venue avec un déambulateur. Elle sortait, ça va, elle était relativement bien. Elle a dû gagner 70 à 80% de sa marche. Et le sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? Durant la séance, alors on peut faire ce genre de choses. Les gens qui n'ont pas fait le deuil d'une personne qui est décédée et qui sont restés, parce que le processus de deuil, c'est plusieurs étapes. Si la personne reste dans certaines étapes et n'arrive pas, et au bout de quelques mois, c'est que le deuil n'est pas fait et la souffrance reste profonde. Alors il faut sortir ces gens-là de cette souffrance. Qu'est-ce qu'on fait? Sous hypnose, on les fait rencontrer la personne décédée et on leur dit, allez-y, parlez-lui, dites-lui ce que vous avez envie de dire, qu'ils n'ont pas pu faire. Parce que si le deuil n'est pas fait, c'est qu'on a des regrets par rapport à des choses. Et voilà, la femme, elle s'en est sortie. Je vous dis, au bout de 2 séances, la 3e, c'est du merci, c'est du voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment, vraiment très important. Mais ça ne peut se faire que si le médecin, bien sûr, il faut qu'il se dise, je veux faire ça. D'accord? La conversationnelle, c'est très bien, mais dans des situations pareilles, il faut vraiment faire une séance d'hypnose en bonne et due forme, et que le médecin prend le temps d'écouter et de s'imprégner. C'est comme si son corps et son esprit s'imprègnent de la problématique du patient. Et on est pleinement avec lui. Alors bien sûr, quand même, le risque pour le médecin, parfois, c'est tellement fort que après la séance, on peut se sentir un peu épuisé. Voilà. Donc, en conclusion, tout symptôme est une rupture dans le mouvement de la vie et des changements permanents qui nous permettent de nous adapter au changement de la vie. Alors, comment dégager du cercle vicieux de la maladie une personne figée dans sa douleur? Il y en a qui... On a beau leur donner des médicaments, leur parler et tout ça, non. La douleur dit quelque chose d'autre que l'endroit qui fait mal. Sa douleur ou son angoisse et qui peut être inhibée ou sans élan. Et la faire accéder à une autre perception d'elle-même. Ô combien je constate ça chez des personnes proches dans ma famille. Et c'est un peu ça qui m'a poussée à aller étudier. Parce que je sais qu'il y a des souffrances qui sont réelles, mais qui n'ont pas de substratum physique. On fait des bilans, on fait des choses, on ne trouve rien. Mais la personne, quand même, elle souffre. Donc, faire accéder le patient à une autre perception d'elle-même et du monde, c'est déjà un processus de changement vers la guérison. Voilà. Et donc, l'hypnose est au cœur de l'acte médical. Ça commence par la relation soignant-soigné, établissement de l'alliance thérapeutique. Oui, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, c'est une alliance avec le patient. Il y a aussi l'implication du patient dans son travail hypnotique. S'il le veut, il va s'en sortir avec l'aide qu'on lui apporte.
le pouvoir des suggestions et des métaphores, les histoires que l'on raconte, les propres ressources du patient qui sont là, et les solutions à un niveau inconscient qu'on n'imagine pas. Et ainsi, l'hypnose va remettre le patient dans le mouvement de sa vie. Merci. Bon, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à une séance d'hypnose? Oui. Oui, elle va vous donner la... Voilà, bonjour. Je vous félicite pour votre exposé qui est excellent. Merci. Et je voulais vous poser une question sur les indications plutôt. Est-ce qu'il y a une indication d'hypnose dans les acouphènes chez l'enfant autistique et dans la maladie d'Alzheimer? Dans la maladie D'Alzheimer. Merci. Alors, il y a des études cliniques dans certaines situations qui montrent des résultats. Dans d'autres situations, on peut toujours explorer. Pourquoi est-ce qu'on peut toujours explorer? Au vu de ce que je viens d'exposer, d'accord? Entre ne rien faire et faire, il y a une différence. Dans les acouphènes, en général, lorsqu'il n'y a pas de maladie directe au niveau de l'oreille interne, et très souvent, hein, on ne sait pas, il y a des des acouphènes d'origine autre, on ne sait pas, et on donne un traitement comme ça symptomatique. Ben oui, dans les acouphènes, oui, d'accord. Chez le patient autistique, la vérité, je ne sais pas. Mais si il y a des résultats dans les acouphènes, probablement chez le patient autistique, ça pourrait donner des résultats. Le patient Alzheimer, eh bien, c'est simplement se baser sur le fait que on va pouvoir espérer réactiver un certain nombre de neurones et observer ce qui va se passer. Je sais pas, je connais pas les résultats dans Alzheimer, mais je peux toujours chercher et peut-être vous les envoyer. Mais simplement, je sais que dans la réhabilitation neurofonctionnelle, des gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, à côté de la rééducation, eh bien, le fait de faire des séances d'hypnose, on a accéléré la reprise par rapport à des patients qui n'ont pas fait d'hypnose plus rééducation. Voilà. On passe à la pratique. Ok. Alors la pratique. J'ai enlevé ma montre. Chacun de vous, assis ici, a certainement envie d'exercer cette première séance d'hypnose et de voir un petit peu qu'est-ce que cela fait. Pour cela, la première des choses, c'est d'être dans la réceptivité. Être dans la réceptivité, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, je suis fermée, je contrôle et tout. Il n'y a pas de contrôle, d'accord? Et pour enlever le contrôle, au lieu de rester comme ça, c'est comme ça. Ça permet non seulement d'enlever le contrôle, mais aussi de laisser les muscles se détendre. Prenez la position qui convient le mieux pour qu'à un moment donné, vous ne soyez pas dérangé par une contracture musculaire qui risquerait de vous sortir de votre état hypnotique. Voilà, très très bien. En prenant la position confortable, voilà. Et dans cet état de lâcher prise, progressivement,
vous allez sentir que vos yeux vont avoir envie de se fermer et vous les laissez faire. Voilà, très très bien. Vous ressentez les muscles de votre corps qui se détendent progressivement. Et vous ressentez cette profonde détente qui s'installe de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête. Comme c'est agréable. Votre respiration se modifie aussi. Ressentez-la. Voilà, très très bien. Elle devient plus profonde, plus ample et peut-être même plus efficace. Vous laissez faire ce qui se fait. Votre esprit est au repos. Vous ne pensez à rien. Et même si certains éléments qui vous entourent sont là, que vous les percevez, simplement, ils sont là. Les sonorités, l'atmosphère qui règne. Et vous entrez dans votre monde intérieur, là où personne d'autre que vous ne va. Votre source intérieure. Très très bien. Et là, vous commencez déjà à profiter de cet état agréable de profonde hypnose. Et peut-être même déjà, derrière ces rideaux magiques que sont vos paupières, vous viennent des images d'endroits que vous aimez, d'endroits où vous aimez aller, autrefois, ou parfois, ou quelquefois. Un endroit particulièrement reposant pour vous. Et je dirais un endroit sécuritaire. Un endroit où rien ne peut vous atteindre. Que cet endroit soit réel ou imaginaire, accueillez les images qui vous viennent. Et lorsque les images sont là, bien présentes à votre esprit, alors autorisez-vous à entrer dans cet espace. Et vous êtes là, dans cet endroit tellement agréable, sécuritaire. Vous observez le décor particulier de cet endroit. Les couleurs, les ombres et les lumières. Vous observez ce qui le constitue. Vous entendez aussi les sonorités environnantes. Cette musique de cet endroit. Ou ce silence agréable, serein. Vous ressentez aussi le parfum particulier de cet endroit. Peut-être ce mélange de senteurs tellement agréable. Et vous profitez de tout ceci. Ressentez. Ressentez ce que vous ressentez de cet endroit. Des sensations agréables dans votre corps. Voilà, très très bien. Et aussi des émotions, peut-être, qui émergent, comme émergent de bonnes émotions, en étant tellement bien dans cet endroit.
Et vous pouvez aussi vous autoriser à faire ce que vous avez envie de faire, à vous promener, vous balader, à courir, ou à chanter, ou à danser, comme vous le voulez, comme vous le sentez. Et bientôt, pendant que vous profitez de votre action, cette partie profonde intelligente de vous réactive toutes ces ressources qui sont là en vous, simplement pour vous permettre, dans les heures qui viennent, d'être bien, de vous sentir en totale sécurité et dans l'harmonie. Alors profitez encore pendant quelques instants de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, très très bien, très très bien. Et lorsque vous sentirez que c'est le bon moment, eh bien, vous pouvez faire cette profonde inspiration. Voilà, très bien, qui vous permet d'ouvrir les yeux, de revenir dans l'ici et maintenant et de reprendre le cours de votre journée énergisé, harmonisé dans le sourire. Voilà.